Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Julie Théa, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Je rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la lecture. Nous recevons des écrivains qui veulent partager leurs récits avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Nous avons donc un nouvel invité aujourd'hui. Il s'agit de Monsieur Johan Blancard. Nous allons parler de deux de ses livres. Le secret de Genie. Voilà, je l'ai. Le secret de Genie, on vous fera voir la couverture. Et le deuxième, c'est Histoire de la mythologie grecque pour les enfants et les parents. Voilà, nous allons parler des deux livres. Voilà. Bonjour Monsieur Johan Blancard. Bonjour Judith. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, bien. C'est un plaisir de vous recevoir et parler un petit peu de c'est des livres jeunesse. C'est ça, exactement. Des livres qui sont destinés initialement aux jeunes lecteurs. Aux jeunes lecteurs, exact. Alors, avant de parler des livres, Johan, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Oui, alors, bonjour à tous, bonjour Judith, merci pour l'invitation. Je n'ai pas hésité une seule seconde à votre sollicitation. Alors, en fait, je suis originaire du nord de la France. Et ce pourquoi j'ai été invité, c'est parce que j'ai écrit donc 3 ouvrages qui sont destinés aux jeunes lecteurs. Donc celui que vous venez de montrer à l'écran, Histoire de la mythologie grecque pour les enfants et les parents. Contes et légendes oubliés de la mythologie grecque, qui est venu un peu en complément de celui-ci et dont je parlerai si vous le souhaitez après. Oui, si vous pouvez nous montrer la couverture aussi, oui, en même temps. Oui, je l'ai avec moi. Voilà, c'est ça. Contes et légendes. Et le tout dernier, donc, qui vient de paraître, Le secret de Genie, donc, qui est toujours adressé aux jeunes lecteurs, mais qui est plutôt sous la forme d'un roman. Super, super. Voilà. Alors, nous allons donc commencer par Le secret de Genie. Comme vous voulez. C'est ça. Je vais peut-être me répéter. Commencez par nous dire pourquoi vous êtes plus intéressé à écrire des livres jeunesse. D'accord, alors, pour plaisir. Alors, ça, c'est pas une histoire, ce n'est pas une légende. Alors, pourquoi j'ai commencé à écrire au départ? Les histoires que j'écrivais, initialement, étaient écrites afin d'être lues à mes filles. Donc je me suis amusé au départ à leur écrire des histoires, et initialement sur le thème de la mythologie grecque. Alors pourquoi la mythologie grecque? Tout simplement parce qu'ils étaient attirés par les histoires de princesses de l'Antiquité, par les différentes mythologies. Ce qui m'a donné l'envie, moi, de me plonger en fait dans toutes ces histoires et dans les récits antiques, parce que je suis passionné de lecture, autant à la fois des fictions, des écrits philosophiques, mais aussi des écrits historiques. Alors, historique, ça peut être autant l'histoire de France que l'histoire des peuples ou des civilisations. Donc, je me suis replongé de mon côté, moi, en parallèle, des histoires que je lisais à mes filles sur les écrits antiques, les écrits d'Ovide, d'Homère, et j'ai voulu, en fait, leur refaire, à ma façon, des histoires qui reprenaient, en fait, les écrits originels et des écrits qui viennent des temps passés. Et je me suis amusé comme ça à leur écrire des histoires, à leur lire le soir. La seule chose, c'est que je leur disais pas que ces histoires étaient de moi. Je leur disais que je les avais trouvées sur des sites ou dans des livres que moi je lisais. Et finalement, ces histoires leur plaisaient. Et je m'efforçais en fait à leur faire une histoire de 3 à 5 pages maximum, en vue qu'elles puissent se les approprier de manière plus aisée, en gardant en fait le côté métaphorique des histoires de l'Antiquité, de la mythologie, mais avec un côté où je me positionnais aussi comme l'adulte qui peut être à côté de l'enfant, qui puisse aussi prendre plaisir à écouter les histoires qui étaient lues aux enfants, et pourquoi pas aussi apprendre des choses. Et donc, au fur et à mesure des journées, elle me réclamait d'autres histoires, donc je m'attelais à en écrire d'autres, jusqu'au jour où j'ai cumulé 15-20 histoires, et je me suis dit, tiens, si ça plaît à mes filles, pourquoi ça ne plairait pas aux autres? Et j'y connaissais pas grand-chose au monde de l'édition, au monde de l'écriture. Donc je me suis amusé tant bien que mal à faire un manuscrit, à le diffuser, et j'ai eu des propositions de publication, et en fait c'est venu comme ça. Ah ouais, super. En tout cas, c'est de belles histoires, c'est de belles histoires. Mais on va commencer par Le secret de Genie. Vous allez donc dire aux auditeurs, vous allez faire un petit résumé de quoi parle Le secret de Genie. Alors Le secret de Genie, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, c'est le tout dernier livre qui vient de paraître.
donc qui est sous la forme d'un roman, et là qui est pas du tout en fait dans le thème de la mythologie, celui-là, contrairement aux deux premiers. Le roman d'Eugénie va nous replonger en fait au 19e siècle. Alors pourquoi le 19e siècle? Parce que c'est une période qui historiquement et sur le plan littéraire me plaît énormément. Et en fait on va se plonger dans une famille bourgeoise du 19e. On va y faire la rencontre d'Eugénie, qui est une jeune fille de 13 ans, qui a une vie des plus normales, qui est passionnée de lecture elle aussi. Et à un moment donné, il y a une intrigue familiale, il y a un tableau qui va disparaître, il y a le comportement de son père qui commence à la perturber un petit peu, elle se pose énormément de questions. Et en fait, cette intrigue va l'amener à se poser des questions. Et elle veut essayer de découvrir ce qui est en train de se passer au sein du foyer, parce que d'autres objets, en fait, en cascade, vont continuer à disparaître. Donc, en fait, on va la suivre à la fois au fur et à mesure de ses lectures. Donc, elle va nous faire découvrir plein d'auteurs du 19e siècle, plein d'auteurs des siècles passés. C'est plutôt amusant en soi. On va la suivre au fur et à mesure de ses réflexions, de ses interrogations et de ses rêveries. Et ça va nous faire un mélange, une sorte de va-et-vient entre ses pensées, ses lectures, ses rêves, à la découverte d'un mystère qui est le secret, en fait, le secret d'Eugénie. Et je ne vais pas vous dévoiler la fin, mais au fur et à mesure du livre, on la suit dans ses lectures et finalement, l'épilogue, elle découvre un secret qui va bouleverser sa vie et la vie des êtres qui l'entourent. Un dénouement un peu fantastique, mais dans un cadre au final très réaliste du 19e siècle. Voilà un peu. Oui, très intéressant. Voilà, c'est ça, c'est sous forme de roman. Vous dites ce livre, mais vraiment j'ai pris plaisir à le lire. Merci, moi j'ai énormément de plaisir à l'écrire parce que vraiment c'est une période qui me plaît. Et chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que au fur et à mesure en fait, du livre, je me suis amusé à y faire énormément de références historiques et littéraires. Et je me suis amusé également à les expliquer en notes de bas de page. Donc, c'est-à-dire à ma façon, sans vouloir donner l'impression d'être dans un livre d'histoire, mais j'ai voulu expliquer quelques références, à savoir à définir quelques notions comme la liberté, le libre arbitre, le fait de raisonner par soi-même. On essaie de présenter qui était Balzac, qui était Voltaire et ses grandes idées de libre pensée, mais là aussi qui pouvait être Napoléon, Louis XVIII, c'est quoi la Restauration, c'est quoi l'Empire. Et je me suis amusé en fait au fur et à mesure du livre à expliquer toutes ces notions. Exact. Ce qui est d'ailleurs très très instructif. C'est très instructif. Et le livre d'Eugénie, livre jeunesse, vous avez dit c'est à partir de 12 ans, 11 ans? Alors, à mon sens, ça dépend du niveau de lecture des enfants, mais ça c'est toujours le cas, mais pour les adultes c'est un peu pareil. Alors moi, dans ma tête, dans mon esprit, j'imaginais le livre à partir dans la classe d'âge 9-12 ans, et finalement il est paru en fait courant décembre, et je suis assez surpris, c'est-à-dire qu'au final il y a des enfants un peu plus grands qui en font l'acquisition et qui me font des retours assez sympas, mais bizarrement c'est des adultes au final qui qui leur donnent l'impression un peu d'une nouvelle plutôt que d'un roman pour un adulte. Mais qui apprennent aussi des choses au final sur un peu l'histoire de France et sur les auteurs des temps passés. Tout à fait, tout à fait. Comme je dis, je me suis délectée moi. Vous parlez de tout, Homère, Voltaire, voilà. Homère, j'aimais d'ailleurs l'Odyssée et l'Iliade. Oui. L'Iliade de Homère. À un moment donné, oui. Oui, c'est ça. Voltaire, voilà, Balzac, tout ça, la condition humaine, qui n'a pas étudié, on a plus ou moins étudié ça, la condition humaine. Donc, c'est des références comme ça, c'est vraiment très, très, très instructif. Ça rappelle, ça nous a ramené un petit peu, ça ramène moi le livre. Pour adultes. Exact, pour adultes, Et puis bon, pour les jeunes, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est l'importance de la lecture. Parce que Eugénie, son père l'a bien initié justement à la lecture dès la tendre enfance, à lui lire toutes ces histoires, comme vous faites à vos filles d'ailleurs, lire aux enfants des histoires le soir, tout ça. Parce qu'on se pose souvent la question, comment faire pour inciter les jeunes à s'intéresser à la lecture? Mais en fait, c'est dès la tendre enfance qu'il faut commencer. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est une habitude en fait, presque à prendre lorsque les enfants sont tout petits. Alors là, on peut faire tout un débat là-dessus, mais à partir du moment où on leur met un livre entre les mains, dès la plus tendre enfance et dès le plus jeune âge, ça devient une habitude d'avoir des livres à disposition à la maison. Et ça peut être comme ça aussi, on peut
donner envie aux enfants à lire et surtout faire découvrir plein de choses. C'est-à-dire que bon, au départ, on est sur des histoires assez simples pour ouvrir les sens, j'ai envie de dire, mais après on peut aussi faire découvrir plein de choses en rapport avec l'histoire, la nature, pourquoi pas l'astronomie, l'astrophysique, l'archéologie, faire découvrir des civilisations, des manières de penser, et on peut faire, ça ouvre l'esprit et ça leur fait découvrir plein de choses. Oui, oui, énormément, énormément. Donc il est vraiment très, très intéressant. C'est ça, l'importance de la lecture, et que le papa de Eugénie, Lucien, il a vraiment été visionnaire. Parce que vous le dites, bon, de son métier déjà, c'est vrai, de sa facilité, mais alors, comme il disait, les livres laissent une trace indélébile. Exactement. C'est ça. Exactement. Dans l'esprit des enfants. Hein? Dès qu'on commence, on les initie dès la tendre enfance, et puis voilà, ça reste. Et puis cette manière, dans une maison, il faut toujours une bibliothèque. Vous voyez ? Une bibliothèque, les enfants grandissent, la bibliothèque est là, tout ça, comme il dit lui dans le cas, et on voit bien, c'est ce qui se passe après, comment la bibliothèque finalement est le témoin d'une époque. Hein? Exactement. Le témoin d'une époque, et aussi permet de retracer l'histoire et de retracer les différentes civilisations. Parce qu'en fait, là, la façon dont lui a constitué sa bibliothèque, c'est qu'il il récupère des livres des quatre coins du monde. C'est par exemple, il faut imaginer, on est au 19e siècle, donc on parle beaucoup de Balzac, on parle un peu de Voltaire, qui est du siècle d'avant, mais il a laissé énormément d'œuvres pour la postérité. Mais par exemple, à un moment donné, je fais référence à Omar Khayyam, qui est un poète, historien, qui a été astrophysicien, il me semble, perse au XIe siècle. Et en fait, il conserve tout ça, et en fait, sa bibliothèque, finalement, va retracer l'histoire de toutes les civilisations. Là, ce qui va ouvrir l'esprit de cette jeune fille. Exact, exact. Vous me l'avez fait découvrir d'ailleurs, ça. Oui. Celui-là, je ne le connaissais pas, vous me l'avez fait découvrir. Pour plonger dedans, parce qu'en fait, il a été, pour faire un petit aparté, Omar Khayyam a été un grand poète. Il était, en quelque sorte, alors, au XIe, XIIe siècle, il était, on disait, le poète de l'amour et du vin. Et il écrivait des magnifiques quatrains. Donc je vous invite à le découvrir parce que c'est vraiment formidable de poésie et d'ouverture d'esprit. Non, mais vraiment, merci. Vous me l'avez vraiment fait découvrir. Et justement, vous disiez spécialité des quatrains, c'est ça. Dans les poèmes, tout ça, c'est vraiment génial. Vraiment génial. Donc voilà, maintenant, alors avant qu'on ne passe à l'autre, je vous laisse résumer. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs par rapport au secret d'Eugénie? Écoutez, moi je vous invite à venir le découvrir. Déjà, tout simplement pour donner envie aux enfants de lire et de leur ouvrir l'esprit sur le monde, sur les différentes civilisations, sur les différents courants de pensée aussi. Et puis en fait, le livre peut aussi permettre un peu de réviser un peu l'histoire, d'apprendre, de faire connaissance avec de grands auteurs, de se rendre compte que La Belle et la Bête n'est pas simplement qu'un conte de Walt Disney, mais qu'en fait, ça a été un roman, et un très grand roman de Madame de Villeneuve. Pour voir aussi que, on peut donner envie aux enfants finalement de découvrir de grands auteurs comme Balzac à travers un livre jeunesse. Voilà. Tout à fait, exact. C'est vraiment ça. Avez-vous préparé un petit passage quand même à partager, à lire? Avec plaisir. Alors, comme vous parliez il y a quelques minutes de l'importance de la lecture, il y a deux petites pages, à la limite, je vais les chercher. Et ces pages, en fait, j'aime bien parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça fait un petit mélange de côté fantastique, mais aussi d'amour de la lecture. Anaëd entrait dans le salon. L'artiste agissait comme s'il connaissait les lieux. Il s'installa confortablement sur le tabouret posé à côté de la table basse en bois massif. Dans les souvenirs d'Eugénie, cette table avait également disparu. L'homme, en revanche, demeurait étranger à ses yeux. Il était habillé d'un traditionnel chiton et était chaussé de sandales. Cette allure vestimentaire n'était plus trop du goût de l'époque. Surtout, cela donnait l'impression que l'étranger venait probablement de contrées lointaines.
Eugénie était persuadée qu'elle ne connaissait pas cette personne, mais encore une fois, elle ne dit mot. Accompagnée de sa lyre, Laëde commença à chanter. La mélodie ainsi créée par la caresse de ses doigts sur les cordes de l'instrument était ensorcelante. Les esprits de chacun se laissèrent donc emporter par la musique. Les paroles de Laëde s'ajoutèrent aux notes formées qui emplissaient la pièce. Lucien fut instantanément ému par les vers ainsi chantés. Il racontait les aventures, ou les mésaventures plutôt, qu'un naufragé avait subies durant 20 longues années. Ces péripéties étaient les siennes, voilà pourquoi Lucien était touché. Les créatures qu'il avait rencontrées, celles contre lesquelles il avait dû lutter, les dieux qui s'étaient acharnés contre lui, et son naufrage qui l'amena jusqu'à cette chaleureuse demeure. Lucien était le seul survivant de cette odyssée. S'étant laissé emporter par les chants, Eugénie perçut tout de même un son au loin. Deux personnes semblaient discuter dans le couloir. La jeune fille crut reconnaître leur voix. Celle-ci lui paraissait familière, bien qu'elle fût couverte par la musique et la voix du poète. Sans plus attendre, l'impression d'Eugénie se confirma. Irène, sa mère, pénétra tout sourire. Stupéfaction. À ses talons suivait Lucien, son père, son véritable père. Les yeux d'Eugénie se baladaient d'un Lucien à l'autre, du naufragé qu'elle prenait pour son père à Lucien Berthier, qui venait de les rejoindre, souriant et habillé avec soin. Ces deux personnes n'en formaient qu'une pour Eugénie quelques minutes plus tôt, et pourtant deux êtres, faits de chair et d'os, étaient devant elle à cet instant. Elle ne savait plus quoi penser. Tout à coup, comme par enchantement, et alors que Laëde poursuivait son récit, les deux Luciens se rejoignirent. Ils ne finirent plus qu'à former un seul et même corps. Comment un événement aussi surnaturel était-il possible dans le propre salon de la famille Berthier? La métamorphose eut pourtant lieu en présence de tous les acteurs de la scène qui se déroulait, et personne, mis à part Eugénie, n'eut de réaction d'étonnement. Tous continuaient à écouter Laëde dans ses envolées lyriques. Soudainement, les amis d'Eugénie, Irène ainsi que Marie-Thérèse disparurent violemment. Tous les meubles et les objets qui demeuraient dans le salon en firent de même. Horrifiée par cette vision, Eugénie leva les mains à son visage pour masquer son regard. Elle ne voulait plus rien voir. Elle laissa même échapper un cri strident. Au bout de quelques secondes, les doigts de la jeune fille s'écartèrent lentement. Elle ouvrit légèrement les yeux avec précaution. La pièce était sombre. Seule une lueur subsistait. Sa joue lui semblait quelque peu endolorie, mais Eugénie ne savait pas pourquoi. Cette dernière leva la tête pour observer l'espace autour d'elle. Eugénie était dans la bibliothèque, et son doux visage reposait sur la couverture de l'Odyssée qu'elle lisait en ce moment. La jeune fille comprit alors qu'elle venait de se réveiller d'un mauvais rêve. Son imagination, les aventures du rusé Ulysse et la réalité s'étaient mêlées, provoquant cet étrange songe. Magnifique. Ouais. Magnifique. Très beau Merci. passage. Très beau passage. Effectivement, vous savez, en lisant ce passage, je me suis dit, vous savez, quand on dit l'imagination débordante, elle vient des lectures. Des lectures. Quand on lit beaucoup, mais vraiment, après, on a une imagination débordante. Et Eugénie, tout le long, pendant qu'elle est en train de lire, et puis elle s'en va. Vous voyez? Exactement. Ouais, elle s'endort et au final, la réalité se mêle à ses rêveries et à ses lectures. C'est ça, elle arrive à se créer ce petit monde entre ce qu'elle vient de lire, et vous voyez, puisque son imagination développe, mais c'est fantastique. Vraiment fantastique. Voilà. Ben super, on va donc passer au deuxième. Oui, Au deuxième. alors le deuxième, on parlait d'histoire de la mythologie grecque, celui-ci. Oui, c'est ça. Et le On va premier que j'ai passer. écrit, en fait. Alors, le deuxième livre dont on va parler, c'est Histoire de la mythologie grecque pour les enfants et les parents. Voilà. Alors, c'est pareil, vous avez expliqué au début, c'est de belles légendes, voilà, inspirées de la mythologie grecque, des légendes que vous écrivez vous-même, en fait, mais inspirées de la mythologie grecque, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai envie de dire presque que je n'ai rien inventé, des légendes et des mythes, mais je me suis amusé, en quelque sorte, à tenter de réécrire à ma façon certaines légendes ou certains mythes qui sont tirés au final d'écrits qui datent de l'Antiquité, que des grands auteurs tels Ovide et Homère ont pu inventer à un moment donné, qui ont traversé les millénaires, parce qu'il faut imaginer qu'Homère, ça date de près de 3000 ans, et encore aujourd'hui, on se délecte de ses écrits. En fait, je me suis amusé à essayer de reprendre ces histoires, toutes ces légendes, et à en faire un recueil avec des histoires qui tiennent en 3-5 pages maximum, avec un début et une fin à chaque histoire, pour ne pas décevoir les enfants à la fin. La complexité a été à un moment donné de résumer, parfois, un résumé c'est un petit mot, mais de résumer
en 3 à 5 pages des livres parfois qui pouvaient faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pages. Ou d'extraire une anecdote, une légende d'un livre de plusieurs milliers de pages. Voilà un peu la complexité. Ce que je voulais, c'était que les enfants puissent s'approprier aisément ces histoires, avec un côté métaphorique et fantastique, qui est voilà, un des critères des récits et des mythes, dans un langage pas trop enfantin, parce que justement, et c'est de là que vient le titre, pour les enfants et les parents, parce que je voulais aussi que les parents qui sont à côté puissent prendre plaisir à écouter ces histoires, ou prennent plaisir à les lire pour leurs enfants, et qui, au travers de ces récits, puissent aussi apprendre certaines choses. Voilà. C'est vrai. On en apprend, on en apprend. Ben, vous allez commencer à nous expliquer justement le commencement du monde, selon la mythologie grecque. Alors, petite réflexion, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de cursus universitaire sur ce thème-là. C'est vraiment purement un plaisir et moi une envie de lire des récits antiques et d'essayer de les retranscrire et de transmettre quelque chose. Mais en aucun cas je me positionne en tant qu'expert. Et malgré ça, en fait, le fait d'écrire ces histoires, donc qui ont formé ce livre et qui en ont formé un deuxième, m'ont amené en fait à être contacté pour des interventions dans les écoles, dans les bibliothèques, les médiathèques, pour des festivals comme les Nuits de la lecture par exemple. Et j'ai eu la chance de voir en fait mes 2 ouvrages sur le thème de la mythologie être mis en avant au musée du Louvre-Lens par exemple. Super. Parmi le livre de très grands auteurs en France sur ce thème-là. Mais jamais je ne me positionne en tant qu'expert. En fait, c'est juste que voilà, je me passionne de ce domaine-là en particulier, mais je ne suis pas, je suis pas expert de ça. Je comprends bien. Non, on va dire ça comme ça. C'est plus la passion de ça. Et puis on reste dans les légendes. Donc voilà. On va envisager, on va envisager et considérer votre explication. Voilà, du point de vue de la légende de la mythologie grecque, le commencement du monde. Exact. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'initialement, la mythologie grecque, en fait, c'est tout un tas de récits, d'histoires et de légendes. Et en fait, ces histoires, elles servaient presque à expliquer le monde et les phénomènes naturels. C'est-à-dire que pour les Grecs dans l'Antiquité, voilà, la mythologie grecque, les dieux expliquaient, étaient à l'origine de ce qui se passait dans leur quotidien. Et les mythes, au final, quand on les lit et quand on se renseigne un peu, elles établissent un peu les règles, les traditions, mais aussi l'organisation des cités grecques de l'époque. Donc, au final, ce sont les Grecs qui eux-mêmes ont imaginé leurs dieux, et ils les ont un peu imaginés à leur image, avec à la fois leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Et étonnamment, les dieux et les déesses tels qu'ils sont représentés, mais en fait, ils ont des allures très humaines. En fait, ils ont des allures très humaines. Les habitants évoluaient en fait au rythme de ces dieux. C'est-à-dire qu'ils les célébraient pour partir en mer, ils allaient prier le dieu de la mer pour avant une naissance, ils allaient faire des offrandes à la déesse Héra qui était la déesse de la fécondité par exemple. Mais pour autant, selon les croyances, c'était pas les dieux en fait qui avaient donné la vie sur Terre et qui avaient créé le monde. Et c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'était le monde et à la fois l'univers qui avait engendré la vie. Et notamment Gaïa qui était la terre-mère, qui était à l'origine de tout. Donc il faut imaginer que selon les croyances, avant la création du monde, c'était le chaos qui régnait. C'était le chaos qui régnait dans l'univers. Et puis est apparue Gaïa, la terre-mère, qui a engendré seul Ouranos, qui était le ciel étoilé. Et Ouranos, il a eu pour mission de la couvrir tout entière et de la protéger. Puis elle a donné naissance aux montagnes, elle a donné naissance à la mer. Et après avoir fait tout cela, après avoir créé l'univers, il lui est resté une chose, c'était à peupler le monde. Donc pour cela, elle s'est unie à Ouranos. Et tout un tas de créatures divines sont nées. Donc les titans, les cyclopes, et tout un tas d'autres créatures. Donc les titans étaient les enfants en fait de Gaïa et d'Ouranos. Et Ouranos, au final, il prit peur parce qu'il voulait gouverner le monde. Et il avait peur de se prendre sa place, donc il a enfermé tous ses enfants dans les Tartares. Les Tartares qui étaient les profondeurs de la Terre. Et Cronos, un des titans, s'est révolté. Et je ne vais pas expliquer comment, parce que après il faut lire des histoires pour le découvrir. Tout à fait. Exactement. Cronos s'est débarrassé en quelque sorte d'Ouranos et est devenu entre guillemets le maître du monde.
Et l'histoire s'est répétée en quelque sorte. C'est-à-dire que Cronos, lui aussi, eut des enfants qui finalement deviendront les dieux de l'Olympe, comme on les appelle. Lui, son souci était, dans quelques temps, je devrais peut-être laisser mon trône à un de mes enfants. Lui, il voulait être le maître de l'univers. Absolument. Donc, il décida de les éliminer. Mais heureusement, Zeus, révolté, mit fin au règne de Cronos, mit fin au règne des titans, et Zeus devint, dans un second temps, donc le maître du monde et le roi des dieux, comme on l'appelait. Zeus ne pouvait pas gouverner seul, et il partagea le monde avec ses frères. Donc, Zeus régnait sur la terre, Poséidon est devenu le dieu des mers et des océans, et Hadès était le roi ténébreux, c'était le dieu des enfers et le maître du royaume des morts. Voilà en quelque sorte un peu l'univers, comment il était pensé par les Grecs, comment ils avaient imaginé la création du monde. Intéressant, vraiment intéressant, on se perd là-dedans, vous voyez, c'est intéressant, vraiment intéressant. Super, donc voilà mesdames et messieurs, découvrez les Olympiens, voilà qui c'est vraiment à voir. Elles sont toutes aussi fantastiques les unes que les autres, toutes ces légendes. Alors on va aussi parler de Déméter. Voilà, vous allez nous parler de Déméter et les 4 saisons. Déméter et les 4 saisons, donc c'est le titre d'une des histoires. Et en fait, cette histoire, elle reprend en fait l'origine des saisons. C'est-à-dire que Déméter était la déesse nourricière, comme on l'appelait. C'était elle qui permettait aux hommes de se nourrir et de cultiver la terre. En fait, Déméter avait une fille, Perséphone, qui était d'une incroyable beauté. Et Perséphone aimait, adorait profiter de ce que sa mère, en fait, lui procurait. C'est-à-dire la nature, la faune, la flore, se promener au milieu des arbres, communiquer avec eux. Et Hadès, donc le dieu des enfers, tomba sous le charme de Perséphone. Et à plusieurs reprises, il insista auprès de Déméter, qui était sa sœur au final. Il y avait beaucoup de liens de parenté entre les dieux et déesses, avec un assez complexe. Donc Hadès tomba sous le charme de Perséphone. Il voulait en faire son épouse en fait, pour venir régner sur les enfers avec lui. Déméter refusait catégoriquement. Et donc Hadès interpella son frère Zeus en tentant d'amadouer Déméter afin de lui offrir en quelque sorte sa fille Perséphone. Toujours elle refusait, même sous l'impulsion de Zeus. Et un jour que Perséphone se promenait au milieu des fleurs, Hadès et Zeus eurent l'idée en fait commune de la piéger et de l'emmener en fait au royaume des morts. Donc un magnifique narcisse était au milieu de la prairie, d'un blanc éclatant. Et Perséphone fut attirée par cette magnifique fleur de printemps. Donc elle s'approcha, et en voulant l'accueillir, la terre s'ouvrit, et elle fut avalée dans les profondeurs de la terre. Et elle se retrouva comme ça auprès d'Hadès. Il en fit son épouse, et Déméter était d'une tristesse monumentale. Elle cherchait partout sa fille, elle ne comprenait pas où était passée sa fille surtout. Elle se changea même en vieille dame en vue d'errer sur la terre pour aller la chercher. Et elle erra, la légende dit qu'elle erra pendant 9 jours et 9 nuits sans manger, sans boire. Et elle délaissa complètement la nature. Ce qui fait que la situation sur la terre s'aggravait, la famine commençait à se répandre dans les territoires. Et Zeus ne pouvait pas laisser les êtres humains mourir de faim. Donc il prit une décision, c'est-à-dire qu'il demanda à Hadès de laisser Perséphone ressortir des enfers pendant au moins 6 mois de l'année. C'est-à-dire que la moitié de l'année, elle serait auprès de Déméter, sa mère, et 6 mois de l'année, elle serait aux enfers avec Hadès pour régner sur le royaume des morts. Et ce qui correspond finalement à nos saisons, c'est-à-dire que Perséphone était auprès de sa mère le printemps et l'été, donc les fleurs poussent, comment dire, les plantes sont luxuriantes et bien vertes, on peut cultiver la terre, il fait beau, le soleil brille, c'est-à-dire que Déméter est heureuse, sa fille est auprès d'elle. Et le reste de l'année, le ciel est gris, on ne peut plus cultiver la terre, il fait froid, les feuilles tombent, d'ailleurs les domaines sont plutôt tristes en général. Perséphone est repartie avec Hadès et Déméter est triste, donc ne s'occupe plus du tout de la terre.
et ça correspond à l'automne et à l'hiver. Voilà comment est expliqué en quelque sorte les saisons dans la mythologie grecque, et voilà en fait l'histoire que j'essayais de réécrire sous ce titre. Écoutez, c'est vraiment bien écrit, c'est bien écrit. Comme on dit, vous dites bien les enfants et les parents, parce que nous les parents également, c'est des lectes, quoi. C'est toutes autant les unes que les autres. Elles sont, alors j'ai eu l'embarras du choix, je dis laquelle on va partager, avec laquelle. Ben écoutez, mesdames et messieurs, découvrez-les, il y en a tellement, hein. Elles sont, il y a au moins, je sais pas, 15, j'ai compté. Alors, dans ce livre-là, il y a 21 histoires. Alors, ces histoires, dans le premier, classiquement, elles reprennent des histoires où finalement, presque les plus connues de la mythologie grecque, qu'on retrouve aisément dans les livres scolaires parfois, ou dans les livres jeunesse traditionnels. Mais la version est totalement différente parce que il faut imaginer que c'est 3 à 5 pages de récits. L'important ne sont pas les illustrations comme dans beaucoup d'autres livres jeunesse. Et dans cet élan, en fait, j'ai continué à écrire des histoires sur le thème de la mythologie grecque sous le même format, donc qui se trouve dans Contes et légendes oubliées de la mythologie grecque. Donc celui-ci reprend 34 histoires, il est un peu plus gros en volume. Donc 34 histoires qui reprennent cette fois-ci des légendes beaucoup plus méconnues du grand public, qui sont parfois issues, qui sont tout le temps issues de livres antiques, mais qui ont été un peu mis de côté malheureusement parce qu'en fait les histoires sont tout aussi extraordinaires, et il y a des légendes en fait là que je pense beaucoup de monde ne connaît pas, et j'ai essayé voilà sous le même format de faire découvrir ces légendes. Écoutez, super, mesdames, messieurs, ça vaut vraiment le coup pour les parents et les enfants. Lisez-les, elles sont magnifiques, elles sont fantastiques, elles sont merveilleuses. Et il y a de tout, le talon d'Achille, voilà, ça. Le reflet de Narcisse, je ne sais pas si vous pouvez rapidement nous toucher un mot sur le reflet de Narcisse. Rapidement, alors en plus, ce qu'il y a bien cette histoire, c'est qu'en fait, j'ai essayé aussi d'expliquer le mot narcissique. Qu'est-ce que ça veut dire narcissique? Tout à fait. Le fait d'être centré sur soi et de ne penser qu'à soi. En fait, c'est expliqué à travers une légende de la mythologie, donc, que j'ai appelé le reflet de Narcisse. C'est-à-dire que Narcisse était un très beau jeune homme qui était le fils d'une nymphe, Lyrio. Et en fait, Narcisse, il se foutait complètement des autres. Il n'y a que lui qui comptait à ses yeux. Et il envoyait promener, en quelque sorte, pour le dire poliment, tous ceux, même qui par amour parfois s'approchaient de lui. Il les envoyait promener, que ça pouvait être des femmes, des hommes, peu importe. Et un jour, il se fit approcher d'une nymphe, la nymphe Écho. Alors la nymphe Écho, sa particularité, c'est qu'elle ne pouvait pas communiquer normalement et qu'elle n'était capable que de répéter les derniers mots des phrases, comme un écho au final, lorsqu'on crie devant une montagne. C'était un peu le principe. Et en fait, cette particularité, c'était une punition qui avait été infligée par Héra, que j'explique dans une histoire du 2e livre, si ça vous intéresse. Et donc Écho était tombée sous le charme de Narcisse, elle s'était approchée de lui, mais ne pouvant pas communiquer normalement, il l'avait envoyée balader sur les roses. Et elle s'était vexée. Et elle avait, Écho, pour se venger, elle avait fait appel à la déesse Némésis, parce qu'elle voulait punir Narcisse. Donc alors que Narcisse se promène, en fait, il baisse le regard et il tombe sur son reflet. Et il tombe instantanément sous le charme de son reflet. Le problème, c'est qu'en fait, ce reflet ne peut pas lui appartenir. Il voudrait l'emporter avec lui parce que c'est sa possession, ça lui appartient. Il est amoureux de ce reflet, il voudrait repartir avec. Alors il est là, triste. Il reste figé devant et de loin il est observé par la nymphe Écho, qui lui a pas pardonné mais qui finalement est sensible à ce qu'elle est en train d'apercevoir. Et lui, devant son reflet, il se laisse dépérir, c'est-à-dire qu'il ne mange plus, il ne vit plus. Il ne vit que pour repartir avec ce visage qu'il aperçoit, qui est le sien, mais qui ne peut finalement pas vraiment lui appartenir parce que ce n'est que son reflet. Donc on entend au loin la nymphe Écho qui répète les mots tristes de Narcisse devant son reflet. Hélas, hélas, parce que hélas, il ne peut pas repartir avec, il ne peut pas en faire sa possession. Et il va se laisser mourir en fait, devant son reflet. Il va se laisser dépérir, il va mourir. Et en fait, à l'endroit même où il s'est laissé mourir, un magnifique narcisse va pousser, qui sera le témoin au final de la beauté de Narcisse. C'est-à-dire que même aujourd'hui, nous encore dans nos jardins, au printemps, quand on voit apercevoir
un magnifique narcisse blanc poussé dans la pelouse, on peut se rendre compte de la beauté du jeune narcisse d'autrefois. Et ça a surpris au final les naïades du Styx. Alors le Styx, c'était le fleuve qui menait aux enfers. C'était qu'au final, quand Narcisse est descendu au royaume des morts, il continuait à chercher son reflet dans les eaux du Styx. Les naïades n'avaient jamais vu cela. Et jusqu'au bout, il fut accompagné par la voix d'Écho, en fait, qui criait toute la tristesse de Narcisse. Oui, magnifique, vraiment magnifique, oui. Vous voyez, j'ai du coup effectivement choisi ces deux-là, mais les autres sont aussi fantastiques et magnifiques que ça. Mais ça, effectivement, je les ai choisis parce que, comme vous dites, vous avez vraiment expliqué le sens du mot narcissique. D'où vient le mot narcissisme. Voilà, c'est ça, tel est narcissique, tel est... C'est super, vraiment très intéressant. Mesdames et messieurs, vous ne perdez rien à acheter ces livres de monsieur Johan Blancard. Alors, il y a donc le premier, on vous mettra de toute façon les couvertures, les trois. Le premier, c'est Contes et légendes. Le premier, c'est celui que vous avez dans les mains. Le premier, c'est donc c'est celui-là, Histoire de la mythologie grecque pour les enfants et les parents. Le deuxième, c'est Contes et légendes oubliées de la mythologie grecque. Exactement. Et le troisième, c'est donc Le secret de Génie. Voilà, super. Ça. Donc, pour enfants et pour parents aussi, parce que de toute façon, qui dit enfant dit parents. C'est en général nous qui leur lisons les histoires, voilà, au moment d'aller se coucher. Et puis, pour les plus grands, eh ben, ils se régalent, ils vont se délecter. Il y a de quoi faire. Johan, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne termine? Avant de vous quitter, déjà, vous remercier de nouveau pour l'invitation, ça a été un plaisir. Alors pour ceux qui veulent me suivre, j'ai une page Facebook pour me suivre dans mes activités et dans ma communication. Donc c'est Johan Blancard auteur jeunesse. Pour ceux qui désirent en apprendre plus sur mes projets futurs ou venir à ma rencontre sur des salons ou des dédicaces en librairie ou tout simplement me contacter ou me solliciter au besoin. Voilà, je suis ouvert à ça. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour de vos lectures. Voilà, super. Et où se procurer tous vos livres? Alors, les trois livres en fait sont disponibles en librairie, c'est-à-dire que dans ma région, pas mal de librairies le proposent dans les étals. Sinon, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Et ils sont disponibles en ligne sur tout un tas de sites, Amazon, Fnac et plein d'autres sites. Voilà. Vraiment, merci à vous, Johan. Merci pour tous ces éclaircissements et surtout pour ce beau moment de partage, voilà, autour de ces beaux livres d'enfants. Et ça vaut vraiment le coup de les lire. Un grand merci à vous. L'écriture est vraiment très belle, hein. Comme c'est écrit, voilà, vous avez réussi justement à, condenser toutes ces mythologies qu'on trouve, comme vous dites, dans des gros livres. Il faut prendre le temps de tout lire et tout. Là, vous les avez résumés, mais c'est magnifique. Vraiment magnifique. Merci à vous. Et puis l'illustration sur le secret de Sophie est super bien faite. Le secret de Génie, oui, c'est en fait une illustratrice donc de la maison d'édition, donc c'est aux éditions Hello, qui sont basées à Paris, et en fait on a travaillé avec l'illustratrice de cette maison d'édition, qui a complètement compris ce que moi je m'étais imaginé en fait, donc ça a été un plaisir de construire avec elle au final cette couverture. Oui, super bien fait, donc la couverture du livre Le secret de Génie, très bien fait, voilà, beau travail, vraiment merci à vous Johan, et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, donc découvrez ces livres enfants, ces livres jeunesse de monsieur Johan Blancard, vraiment très édifiants, des livres très édifiants. On a donc parlé du secret, le secret de Génie. Le secret de Génie, il nous a résumé l'histoire. Ce qu'on retient, c'est que c'est dès l'enfance qu'il faut vraiment intéresser les enfants à la lecture. Le papa de Génie, donc c'est vrai, de par son métier d'imprimeur, voilà, a décidé de mettre en place cette bibliothèque qu'il garnit tout le temps par des livres bien choisis. Donc dès l'enfance, il forme sa fille
Eugénie déjà sur des auteurs comme Balzac, Homère, Voltaire, voilà. Et puis c'est un livre qui aussi nous en apprend. Moi, il y a un auteur que j'ai découvert dans le livre, un poète. J'ai trouvé ça vraiment génial. Découvrez-le. Et en plus du secret d'Eugénie, on a donc parlé des histoires de la mythologie grecque pour les parents et pour les enfants et les parents. Découvrez. Vraiment, on se délecte. On se délecte. Je n'ai plus rien à rajouter. Découvrez-les. C'est super. Vous allez voir, il en a commenté certains. Voilà, certaines de ces histoires et c'est tout simplement magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, il a une page Facebook, Monsieur Johan Blancard. Quand vous lisez un de ses livres, allez sur sa page Facebook. Laissez vos avis, laissez vos commentaires. C'est toujours un plus pour les auteurs. Maintenant, vous aimez Parlons de livres, vous voulez nous encourager, abonnez-vous à notre chaîne. C'est ainsi que nous ferons grandir la communauté de Parlons de livres. Donc, subscribe, mettez le pouce pour dire que vous aimez, likez, commentez et n'oubliez pas, partagez. Je vous remercie. À très bientôt.